Le 19 juin 2025, un pays enclavé entre dans l'ère nucléaire alors que son réseau actuel peine encore à alimenter des villages entiers, créant un contraste déroutant entre ambition extrême et réalité fragile. La signature effectuée par Ibrahim Traoré face aux partenaires russes fait émerger deux chiffres qui s'entrechoquent. Des milliards d'investissements pour une région où les hôpitaux s'éclairent parfois à la lampe. Cette dissonance ouvre une question directe. Que signifie réellement ce pari pour un État du Sahel cherchant une souveraineté énergétique durable? Une nouvelle trajectoire semble se dessiner, mais à quel prix collectif? L'accord présenté comme une percée historique place d'emblée le pays face à un double enjeu. Transformer une promesse énergétique ambitieuse en résultat mesurable tout en contenant les risques économiques qu'un tel projet impose. La proposition centrale, simple mais décisive, repose sur un bénéfice clair. Offrir une énergie stable capable de relever des infrastructures fragilisées par des années de dépendance. Pourtant, cette perspective lumineuse s'accompagne d'un dilemme immédiat, puisque les investissements massifs requis pourraient peser durablement sur les finances publiques si les délais ou les coûts dérapent. Sous cette tension, l'engagement d'Ibrahim Traoré apparaît comme une tentative de rompre un cycle historique de vulnérabilité énergétique. Les experts évoquent cependant les interrogations majeures: la soutenabilité de la dette, la capacité technique à mener un chantier nucléaire et la gestion des risques dans une zone exposée aux pressions géopolitiques. C'est ici qu'émerge un point d'attention essentiel. Si le projet réussit, il pourrait redéfinir l'équilibre du Sahel. S'il échoue, il deviendrait un précédent lourd aux répercussions régionales. Dans cette équation serrée, l'avenir dépendra de la capacité à transformer une intention politique en dynamique durable. À Saint-Pétersbourg, la signature de l'accord a révélé bien plus qu'un simple protocole diplomatique. Elle a matérialisé un basculement stratégique observé avec intensité par la presse internationale. Le même jour, un chiffre discret mais déterminant a circulé parmi les observateurs: la capacité projetée de 200 mégawatts promise pour 2029, une projection qui a immédiatement replacé le pays dans le débat global sur l'équilibre énergétique du Sahel. Au-delà de cet instant solennel, une chaîne de causes et de conséquences s'est rapidement formée. L'entrée d'un acteur extérieur, comme la Russie, a reconfiguré les discussions, car la coopération annoncée ne portait pas uniquement sur l'électricité, mais aussi sur la médecine et l'agriculture, montrant que l'accord s'inscrivait dans une stratégie plus large d'autonomie. Cette orientation a surpris certains partenaires habituels, convaincus que la région resterait durablement dépendante de ses fournisseurs traditionnels. L'annonce a ainsi servi de signal, rappelant que les priorités géopolitiques locales pouvaient surpasser les attentes extérieures. Dans les mois ayant précédé l'événement, des négociations discrètes avaient déjà posé les bases du projet. Une délégation envoyée à Moscou dès janvier 2025 avait amorcé les discussions techniques, donnant une structure à ce qui, au départ, semblait une ambition lointaine. Cette progression méthodique a renforcé la position d'Ibrahim Traoré, qui cherchait à transformer une idée en trajectoire nationale, malgré le scepticisme intérieur et les doutes exprimés par plusieurs analystes étrangers. À mesure que le projet prenait forme, les implications économiques et politiques se sont clarifiées. L'installation prévue du réacteur, présentée comme un pari audacieux, a été perçue simultanément comme une promesse de développement et comme une source potentielle d'instabilité, notamment dans une région marquée par des tensions persistantes. Les interrogations sur la capacité du pays à gérer une infrastructure aussi sensible ont alimenté un débat continu, révélant l'ampleur du bouleversement enclenché par cette décision. Dans les semaines qui ont précédé l'accord, plusieurs conseillers techniques se sont imposés comme des figures clés pour orienter la transition énergétique.
Leur rôle n'était pas seulement d'apporter une expertise ponctuelle, mais de traduire une vision politique en étapes opérationnelles, en tenant compte des contraintes locales et des exigences liées à un projet aussi sensible. La progression du dossier a été rythmée par des allers-retours constants entre analyse de risque et scénario d'implantation, offrant une première idée de la complexité que le pays devait affronter. Un premier, un exemple concret émerge dans la capitale où une équipe d'ingénieurs a été chargée d'évaluer les infrastructures susceptibles d'accueillir les futurs réseaux de transmission. Leur travail, souvent réalisé dans des conditions précaires, a révélé des zones entières dépourvues de capacités minimales, soulignant l'écart entre l'ambition nucléaire et l'état réel du territoire. Cette évaluation a obligé les décideurs à ajuster les priorités, preuve que la modernisation ne pouvait pas se limiter à la centrale elle-même. Un second cas, plus discret, provient des discussions tenues avec les partenaires russes lors des premières inspections techniques. Les échanges ont mis en lumière l'importance d'une formation accélérée pour les équipes locales, car la réussite du projet dépendait autant du transfert de compétences que du financement ou des équipements importés. Dans ce contexte, l'implication d'Ibrahim Traoré a servi de catalyseur, rappelant que la souveraineté énergétique ne pouvait se construire sans un renforcement institutionnel parallèle. Ces signaux précoces laissent entrevoir un défi profond, où la réussite dépendra de la cohérence entre vision politique et capacité d'exécution. L'activation du processus débute réellement en janvier 2025, lorsque la délégation envoyée à Moscou amorce les premières discussions avec Rosatom. Ces échanges, tenus dans une relative discrétion, établissent les bases techniques du futur accord et définissent les conditions préalables à toute coopération nucléaire. Les prises de contact successives consolident un calendrier de travail encore fragile, mais suffisant pour permettre au gouvernement de projeter une trajectoire nouvelle. À mesure que les négociations avancent, la conviction qu'une rupture stratégique est possible gagne du terrain au sein de l'exécutif. La décision d'accélérer les démarches s'impose alors, ouvrant la voie à une séquence diplomatique dense et déterminante. La montée vers le point culminant s'opère entre avril et juin 2025, période durant laquelle la structure du projet se précise de manière spectaculaire. Les échanges avec les partenaires russes se multiplient pour définir la configuration du réacteur, les mécanismes de financement et les engagements de long terme. L'ampleur financière évoquée suscite des débats internes, mais les défenseurs du projet insistent sur les bénéfices attendus pour les infrastructures essentielles. Chaque nouvelle réunion renforce l'impression que le pays s'apprête à franchir un seuil inédit. Les hésitations initiales cèdent progressivement à une certitude stratégique. La souveraineté énergétique passera par ce partenariat. Lorsque le 19 juin 2025 arrive, la signature officialisée à Saint-Pétersbourg devient le moment de bascule que les observateurs attendaient. La cérémonie, suivie de près par la presse internationale, cristallise l'ensemble des enjeux accumulés durant les mois précédents. L'apparition d'Ibrahim Traoré aux côtés des représentants russes sert de signal à la fois politique et géopolitique, confirmant le repositionnement du pays dans le paysage énergétique régional. Les déclarations lues à cette occasion ne se limitent pas à l'électricité. Elles évoquent une coopération touchant également la médecine et l'agriculture, ce qui étend la portée de l'accord bien au-delà du secteur énergétique. Cette expansion thématique alimente l'intérêt des analystes, qui y voient une volonté manifeste d'inscrire le pays dans un nouveau réseau d'alliances. Le caractère audacieux de la décision s'affirme ainsi publiquement, ouvrant une phase où l'espoir et l'incertitude coexistent. Les premières répercussions apparaissent dès les semaines suivantes, marquant l'entrée dans la période de une période marquée par les répercussions immédiates. Les critiques se manifestent rapidement du côté de certains acteurs internationaux, qui questionnent la viabilité financière du projet et les risques inhérents
à la construction d'une centrale nucléaire dans une région instable. Les discussions sur la sécurité deviennent plus pressantes, notamment en raison de la présence de groupes armés dans plusieurs zones du Sahel. En parallèle, des voix nationales expriment leurs inquiétudes quant au poids potentiel de la dette et à la capacité administrative de suivre un chantier aussi complexe. Les infrastructures existantes sont jugées insuffisantes pour absorber une telle transformation, ce qui renforce l'idée que les défis logistiques seront considérables. Malgré ces signaux d'alerte, le gouvernement maintient son cap, estimant que les bénéfices à long terme justifient les risques à court terme. Dans cette dynamique oscillant entre enthousiasme et appréhension, le projet se transforme en enjeu structurant pour l'ensemble du pays. Chaque avancée technique ou diplomatique devient un test de cohérence et de résilience. La séquence initiée par la signature du 19 juin se poursuit alors avec une intensité qui redéfinit la place du pays au sein du Sahel. La présentation des données récentes s'ouvre sur un contraste net entre la capacité énergétique actuelle et les projections annoncées, établissant immédiatement un schéma, une évolution allant de la situation initiale vers les changements envisagés. Le pays ne dispose aujourd'hui que d'environ 200 mégawatts, une limitation structurelle qui explique les coupures fréquentes dans les zones rurales et urbaines. Cette contrainte récurrente pèse sur les services essentiels et ralentit l'activité économique, un point souvent souligné par les observateurs. La rupture envisagée avec l'installation du futur réacteur, annoncé comme générant 200 mégawatts, marque un changement d'échelle qui redéfinit l'équilibre énergétique national. Cette progression annoncée représente une multiplication majeure, révélant l'ambition profonde derrière la décision signée en juin 2025. Le coût du projet constitue la seconde donnée chiffrée cruciale, évaluée à 5 milliards de dollars selon les estimations consolidées. Cette somme, considérable pour un pays du Sahel, concentre les interrogations liées à la soutenabilité de la dette publique. Les analystes insistent sur la nécessité d'un suivi rigoureux afin d'éviter les dérives souvent observées dans des chantiers aussi complexes. Certains responsables rappellent toutefois que les investissements énergétiques de grande ampleur s'amortissent sur des décennies, ce qui relativise partiellement l'ampleur immédiate de la dépense. Les discussions sur le financement se poursuivent donc, d'autant plus que le partenariat avec la Russie constitue un élément structurant du montage final. L'implication du gouvernement sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré vise à équilibrer ambition et prudence en tenant compte de l'environnement régional exposé aux tensions géopolitiques. La troisième donnée se concentre sur les retombées économiques anticipées, notamment la création d'environ 10 000 emplois, chiffre avancé lors des premières projections. Cette estimation inclut les postes directs et indirects, depuis la construction de la centrale jusqu'aux services auxiliaires nécessaires à son fonctionnement. Les spécialistes précisent que la réussite du projet pourrait également générer jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies annuelles en importation d'énergie, renforçant la capacité budgétaire de l'État. Cet effet potentiel illustre l'attrait du nucléaire pour un pays cherchant à réduire sa dépendance extérieure. Les bénéfices attendus ne se limitent pas au secteur économique, car la disponibilité d'une énergie stable favoriserait l'essor de l'industrie locale, l'amélioration des services hospitaliers et la modernisation des établissements scolaires. Le changement structurel envisagé dépasse donc largement la seule production électrique, annonçant une transformation durable du tissu socio-économique. Les enjeux sécuritaires demeurent néanmoins omniprésents dans l'analyse. Le Sahel reste une région exposée à la présence de groupes armés, ce qui impose des normes de protection strictes pour une infrastructure aussi sensible.
Les premières inspections réalisées en partenariat avec les experts russes ont permis d'établir un cadre minimal, mais de nombreux ajustements restent nécessaires. Les institutions financières internationales continuent d'observer ces avancées avec prudence, rappelant que la gouvernance locale devra suivre un rythme soutenu pour prévenir les risques liés au dépassement de coûts ou au retard technique. Dans cette équation complexe, la cohérence entre données, calendrier et capacité institutionnelle déterminera la solidité du projet dans les années à venir. Le premier argument avancé par les critiques repose sur la vulnérabilité géopolitique du Sahel. Il rappelle que la présence de groupes armés dans certaines zones rend toute infrastructure stratégique potentiellement exposée. Cette inquiétude est renforcée par le caractère sensible d'une centrale nucléaire, dont la sécurité doit respecter des standards élevés afin d'éviter des perturbations majeures. Les opposants soulignent également que la gestion des déchets nucléaires constitue une contrainte lourde pour un pays où les dispositifs de traitement restent limités. Ils estiment que le contexte régional, déjà marqué par des tensions récurrentes, pourrait compliquer la création d'un environnement fiable autour du site. Le second argument porte sur la soutenabilité économique du projet. Certains analystes insistent sur le fait que le coût total, estimé à plusieurs milliards de dollars, risque de peser durablement sur le budget national. Ils évoquent le risque d'un endettement difficile à contenir en cas de dépassement ou de retard, réalité souvent observée dans les grands chantiers d'infrastructure. La comparaison avec des solutions alternatives telles que le solaire ou l'éolien revient fréquemment dans ces discussions, car ces technologies exigent des investissements initiaux plus faibles et s'adaptent mieux, selon eux, aux réalités climatiques du Sahel. Les critiques estiment que le choix du nucléaire aurait pu être remplacé par une transition progressive fondée sur des énergies renouvelables accessibles. La réponse apportée par les partisans du projet et relayée par Ibrahim Traoré s'appuie sur les éléments tangibles fournis dans les premières phases de mise en œuvre. Il souligne que les inspections réalisées avec les experts ont déjà permis de poser un cadre de sécurité conforme aux exigences internationales. Ils rappellent également que la projection de 1 200 MW représente une transformation structurelle impossible à atteindre rapidement avec les seules énergies renouvelables. Enfin, ils estiment que la création d'environ 10 000 emplois constitue un levier économique essentiel pour réduire la vulnérabilité sociale et renforcer les capacités nationales. Pour eux, le projet, malgré les risques, demeure la voie la plus cohérente pour atteindre l'indépendance énergétique recherchée. Un seuil vient d'être franchi. L'avancée des travaux, concrétisée par l'arrivée des premiers équipements lourds en provenance de Russie, modifie la dynamique du projet en révélant l'ampleur logistique nécessaire pour une telle infrastructure. Ce moment marque une transition décisive. Le projet quitte la phase de négociation pour entrer pleinement dans celle de l'exécution matérielle, rendant visibles les choix effectués depuis plusieurs mois. Les ingénieurs chargés d'évaluer la compatibilité des installations ont observé que la coordination entre équipes locales et experts étrangers exigeait une adaptation constante, preuve que la progression dépend désormais autant de l'organisation quotidienne que des décisions stratégiques. Ce basculement s'accompagne d'une intensification des attentes politiques. Les, sou- et les soutiens d'Ibrahim Traoré y voient d'une validation de la trajectoire engagée, notamment parce que l'installation effective du matériel confirme que la coopération annoncée n'était pas seulement théorique. Les sceptiques, de leur côté, soulignent que cette étape inaugure aussi une période plus risquée, où les retards techniques pourraient entraîner des coûts supplémentaires et accentuer les pressions financières. La région, déjà confrontée à des tensions sécuritaires persistantes,
devient un environnement où chaque avancée sera scrutée pour anticiper les conséquences potentielles. La suite dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir le rythme tout en absorbant les contraintes émergentes. Les premières répercussions se font sentir au niveau des populations, pour qui l'accès à une énergie stable représente une évolution profonde. Dans plusieurs quartiers urbains, les habitants évoquent l'espoir d'un quotidien moins marqué par les coupures, ce qui améliorerait la continuité des soins et la scolarité. Les villages les plus isolés perçoivent dans ce projet la promesse d'un changement longtemps attendu, notamment parce que l'arrivée progressive des équipements confirme la réalité du chantier. Ces perspectives nourrissent un regain d'optimisme, même si certaines inquiétudes persistent quant au délai nécessaire pour bénéficier pleinement des retombées. Pour les entreprises, la perspective d'une production énergétique plus robuste ouvre des horizons nouveaux. Les industries, souvent freinées par les instabilités du réseau, envisagent la possibilité d'un fonctionnement continu capable de stimuler la transformation locale. Plusieurs entrepreneurs estiment que la réduction des coûts liés aux pannes offrirait un environnement plus prévisible pour planifier l'expansion. Le secteur manufacturier, en particulier, voit dans les projections de capacité une opportunité d'attirer des partenaires internationaux sensibles à la stabilité énergétique. Le tissu économique pourrait ainsi se densifier si les infrastructures suivent le rythme imposé par le projet. Le gouvernement, quant à lui, doit gérer la montée en intensité des attentes liées à ce chantier inédit. Les premières étapes de construction, visibles et largement relayées, renforcent l'obligation de démontrer une capacité d'exécution cohérente. L'administration doit également encadrer les aspects financiers afin d'éviter les dérives potentielles signalées par les institutions internationales. Dans ce contexte, l'implication d'Ibrahim Traoré apparaît comme un élément structurant, car sa position influence directement la cohésion politique autour de cette transition énergétique. Le succès ou l'échec du projet pèsera durablement sur la crédibilité institutionnelle. Enfin, l'effet régional dépasse les frontières nationales, car la mise en place d'une centrale nucléaire dans le Sahel constitue une première aux implications multiples. Plusieurs États voisins observent cette initiative avec prudence, conscients qu'une réussite pourrait ouvrir la voie à une coopération énergétique accrue. Les analystes rappellent que la stabilité régionale dépend aussi de la capacité du pays à sécuriser ses infrastructures, particulièrement dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes. Une montée en puissance réussie pourrait repositionner le pays comme un acteur énergétique central, mais le moindre revers renforcerait les doutes exprimés par les partenaires traditionnels. La trajectoire régionale s'en trouve donc étroitement liée à l'évolution du chantier. Ses conséquences, multiples et parfois contradictoires, montrent que le projet agit déjà comme un catalyseur pour l'ensemble du Sahel. Dans l'hypothèse la plus courante, s'appuie sur la continuité des travaux tels qu'observés au cours des derniers mois. Les livraisons d'équipements se poursuivraient selon le rythme déjà établi, tandis que les équipes locales renforceraient progressivement leurs compétences grâce au soutien technique russe. Ce déroulement permettrait d'atteindre plusieurs jalons intermédiaires, rendant possible une intégration partielle de la centrale dans le réseau national d'ici la fin de l'année 2026. La progression resterait néanmoins fragile, car chaque étape dépend étroitement de la stabilité sécuritaire et de la cohérence administrative. Ce scénario suppose enfin une gestion budgétaire serrée pour éviter que les tensions financières ne ralentissent l'ensemble du processus. Dans l'hypothèse la plus favorable repose sur une dynamique plus fluide encore, portée par une coordination renforcée entre les différents partenaires. Dans cette configuration, les retards techniques seraient limités, ce qui permettrait au pays de disposer plus tôt que prévu d'une capacité énergétique accrue.
L'impact régional deviendrait rapidement perceptible, stimulé par les perspectives de coopération évoquées depuis la signature de l'accord. Les bénéfices symboliques seraient tout aussi importants, car une avancée rapide consoliderait la position de Ibrahim Traoré comme figure motrice d'une nouvelle ère énergétique au Sahel. Cette trajectoire positive attirerait également l'attention d'investisseurs, cherchant à participer à une transformation énergétique inédite dans la région. Dans l'hypothèse la plus difficile s'articule autour de plusieurs risques déjà signalés. Les retards liés aux difficultés logistiques ou aux incidents sécuritaires pourraient compromettre le calendrier de construction. L'augmentation imprévue de certains coûts ferait peser une pression accrue sur le budget national, renforçant les inquiétudes exprimées par les institutions financières internationales. Une telle dynamique fragiliserait l'adhésion populaire en ralentissant la matérialisation des bénéfices attendus. Dans cette situation, le chantier deviendrait une source de tensions politiques, alimentant les débats sur la pertinence du choix nucléaire dans un contexte régional instable. Entre ces trajectoires possibles, la clé réside dans une approche analytique capable de distinguer les signaux conjoncturels des évolutions structurelles. Pour une grande partie des habitants du Sahel, le projet nucléaire représente bien plus qu'un chantier d'infrastructure. Il touche au cœur de leur quotidien, car l'accès intermittent à l'électricité a façonné leur vie depuis des décennies. Beaucoup y voient la possibilité d'un avenir où les soins de santé ne seraient plus interrompus par des coupures et où les écoles pourraient fonctionner de manière régulière. Cette projection nourrit une forme d'espérance prudente liée au désir de sortir d'une dépendance énergétique devenue presque structurelle. Pour les jeunes et les travailleurs, l'initiative ouvre une perspective nouvelle, notamment grâce aux formations techniques évoquées dans les premières phases du projet. Certains y perçoivent une opportunité de développement professionnel dans un secteur jusque-là inaccessible. L'idée que la modernisation énergétique puisse offrir des emplois qualifiés agit comme un levier psychologique important, renforçant l'idée d'une mobilité sociale possible. Cette attente est toutefois accompagnée d'un besoin de transparence car les rythmes de construction détermineront la capacité réelle à créer ces opportunités. Pour la communauté internationale et la diaspora, le projet devient un marqueur du repositionnement régional du pays. L'accord signé et la coopération annoncée attirent une attention accrue, car ils signalent une volonté politique assumée de transformer l'avenir énergétique du Sahel. Certains observateurs estiment que la réussite du chantier pourrait modifier la perception globale d'un espace souvent associé à l'instabilité. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré est régulièrement souligné car son engagement structure la cohérence perçue du projet. À travers ces attentes multiples, une même interrogation traverse les discussions. Comment chacun peut-il participer à une transition qui dépasse le seul domaine technique? Une première piste consiste simplement à suivre l'évolution du projet avec attention et à encourager les initiatives locales qui en découlent. La première étape consiste à consolider le système de formation destiné aux futurs ingénieurs et techniciens nucléaires. Les partenariats annoncés avec les institutions russes doivent être structurés autour de modules intensifs permettant de transférer les compétences essentielles dans un délai resserré. L'objectif immédiat est de constituer un noyau d'équipe capable d'assurer la maintenance quotidienne du chantier. Cette progression se mesure par le nombre de personnels certifiés et par leur capacité à intervenir sur les installations initiales. La deuxième étape porte sur l'intégration progressive de la centrale dans le réseau national, une phase délicate qui exige la construction de lignes de transmission fiables et sécurisées. Les ministères concernés doivent coordonner les chantiers pour éviter les retards cumulés. Cette synchronisation dépend de la mise en place d'un tableau de bord opérationnel permettant de suivre l'avancement hebdomadaire.
Les premiers indicateurs reposeront sur la capacité des infrastructures à accueillir les charges prévues par les équipements importés. La troisième étape concerne la gouvernance financière, point crucial déjà mis en avant par les institutions internationales. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit établir un mécanisme de contrôle visant à limiter les dépassements et à garantir une transparence accrue. Ce dispositif repose sur des audits réguliers et sur la publication d'estimations actualisées. La robustesse de ce suivi permettra de répondre à la question ouverte en P10. La trajectoire réelle correspond-elle aux jalons théoriques posés par les scénarios initiaux? La quatrième étape, plus transversale, cherche à renforcer la sécurité autour des infrastructures dans un contexte régional tendu. Les inspections menées avec les experts russes doivent être prolongées par des dispositifs locaux capables d'assurer une surveillance continue. Les progrès seront visibles à travers la stabilité du calendrier de construction et l'absence d'incidents critiques. À travers ces étapes, le pays tente de transformer une vision politique en architecture durable. Les premiers ingénieurs qui avaient, dès les débuts du projet, parcouru la capitale pour évaluer la résistance des infrastructures, apparaissent aujourd'hui comme les témoins silencieux d'une transformation qui dépasse leur mission initiale. Leur travail, mené dans l'incertitude mais avec une grande persistance, sert désormais de rappel concret de l'effort collectif qui a permis au pays d'avancer étape après étape. Ce fil discret relie les débuts hésitants aux ambitions actuelles, comme une trace tangible de la détermination nécessaire pour construire un avenir énergétique durable. Dans cette trajectoire, l'engagement d'Ibrahim Traoré résonne avec une intensité particulière, car il a porté publiquement la volonté de rompre avec les dépendances anciennes pour ouvrir un horizon nouveau. Les espoirs qu'il a contribué à éveiller demeurent fragiles, mais ils s'ancrent de plus en plus dans une réalité matérielle façonnée par les progrès du chantier. L'émergence progressive de cette nouvelle architecture énergétique devient une source d'élan moral pour une population longtemps confrontée à la précarité électrique. Ces éléments, combinés à la persévérance des équipes techniques, laissent entrevoir une possibilité rare, celle d'un pays qui tente de redéfinir son propre futur. La promesse tient dans la force de ceux qui avancent. À mesure que les chantiers avancent et que les premiers signes de transformation se matérialisent, une nouvelle manière d'aborder l'avenir semble émerger dans le Sahel. Le projet nucléaire, longtemps perçu comme une ambition lointaine, devient progressivement un symbole de ce que peut accomplir une société lorsqu'elle se projette au-delà de ses limites immédiates. Les discussions qui animent les quartiers, les écoles et les milieux professionnels témoignent d'un désir partagé de participer, même modestement, à une dynamique collective qui dépasse le cadre technique du chantier. Cette participation ne se résume pas à un soutien affirmé. Elle peut simplement prendre la forme d'une attention portée aux avancées, d'un échange entre voisins ou d'une compréhension plus fine des enjeux. Cette attitude contribue déjà à renforcer une culture de responsabilité partagée, essentielle pour qu'un projet d'une telle ampleur s'enracine durablement. Alors que la région cherche encore son équilibre, chacun peut se demander quel rôle il souhaite jouer dans cette période de transition. Quelle place pensez-vous occuper dans ce futur en construction?